Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Hélène Dassy. Si vous suivez un peu le trail, son nom ne vous est probablement pas inconnu. En 2025, tu termines deuxième femme de la TDS, la trace des Ducs de Savoie. Je t'avoue que j'ai vérifié le nom avant de faire l'interview. L'une des épreuves emblématiques de l'UTMB avec 153 km, 9000 mètres de dénivelé positif, 24 heures d'effort, pour toi du moins. Bref, c'est complètement malade. Au-delà du résultat lui-même, ce qui m'intéresse aujourd'hui avant tout, c'est toi, qui tu es, qui tu as dû devenir pour réaliser un tel exploit. Je crois qu'on peut le dire, c'est un exploit. Qui tu aspires à devenir par la suite et la manière dont le sport et la course à pied participent à cette construction identitaire. Même si on va évidemment parler de trail, de route, de course à pied, de la TDS, j'ai surtout envie de mettre en lumière comment on construit une telle trajectoire. Et je dis telle trajectoire parce que j'ai cru comprendre que tu as commencé à courir il n'y a pas si longtemps que ça, pendant le Covid. Et je t'avoue que quand j'ai entendu dans un autre podcast que tu as commencé en faisant un jog avec une pote, je me suis dit, passer de un jog avec une pote, on n'a peut-être pas tous les mêmes potes et pas tous la même définition de jog, à 35 ou 36 minutes sur 10 km ou à une deuxième place sur la TDS, je me suis dit, dans ma tête et dans mon corps, les calculs ne sont pas bons du tout. Donc j'ai vraiment hâte que tu me racontes tout ça. J'ai envie d'explorer ce que la course t'apprend, ce qu'elle te permet d'expérimenter, ce qu'elle te permet de révéler, de transformer, mais aussi ce qu'elle te demande et peut-être ce qu'elle coûte parfois, les habitudes, les choix, les arbitrages qui rendent ce type de performance possible, même si parfois on ne les voit pas. Et puis, et c'est peut-être mon axe préféré, comprendre comment certains de ces apprentissages viennent nourrir d'autres dimensions de ta vie et apprentissages que tu retires peut-être de l'entraînement ou de la compétition d'ailleurs pour qu'on puisse, à notre humble échelle par la suite, s'en inspirer. Voilà pour le programme ou du moins pour l'intention, j'espère que ça te va. Sans transition, on va commencer par le commencement. Salut Hélène, je suis trop ravie que tu sois là. Comment ça va ? Hello Inès, ça va super bien. Je suis ravie d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation et pour cette belle présentation. Avec méga plaisir, c'est nous qui sommes ravis. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu as envie de te présenter en quelques mots, notamment au-delà de la course ? Parce que j'ai dit que tu étais coureuse, enfin je t'ai présentée en tant que coureuse, mais courir n'est pas ton métier. Je pense que c'est important de recontextualiser un peu avant d'approfondir certains sujets. Oui, alors me décrire, c'est vrai que c'est difficile, je pense, parce que je suis intéressée par plein de choses dans la vie et effectivement, il y a plein de facettes qui composent ma personnalité et ma vie aujourd'hui. Donc au-delà de la course à pied et du trail, je travaille chez Undersight, c'est une agence digitale qui se trouve du côté de Gosselies. À côté de ça, je pense que je suis aussi quelqu'un de créative, je suis intéressée par plein de choses, j'ai fait un peu de musique par le passé, j'adore écrire, j'adore lire. Donc voilà, Tu lis quoi en ce moment ? En ce moment, comment il s'appelle ? C'est un livre que Isaline m'a prêté. Je reviendrai sur le nom, Okay. Je l'ai plus en tête. Mais il est hyper intéressant. Okay. Donc ouais, il y a un peu tout ça. Et puis j'ai un cheval aussi. J'ai fait beaucoup d'équitation en étant plus jeune. Donc c'est encore quelque chose qui est fort présent aussi dans ma vie. Et puis voilà, en quelques mots. C'est une transition parfaite parce que, donc si je ne me trompe pas, tu as commencé à courir du coup entre guillemets un peu tard. Qu'est-ce que tu faisais comme sport avant ? Tu parles d'équitation, t'en as beaucoup fait. Est-ce que tu as fait autre chose ? Oui, donc l'équitation, c'était vraiment mon activité, mon sport principal. J'ai commencé quand j'avais 5-6 ans, je pense. J'en fais plus aujourd'hui par manque de temps, mais j'ai toujours mon cheval dont je m'occupe. Donc c'est aussi quelque chose qui me prend un peu de temps dans ma vie aujourd'hui. Sinon, oui, j'ai fait de la guitare, j'ai fait des mouvements de jeunesse. Je pense que j'ai touché un peu à d'autres sports. J'ai fait un peu de tennis, un peu de basket, un peu de gym. Mais voilà, jamais très longtemps. C'était plutôt pour toucher un peu à tout. Que l'équitation, c'est vraiment... c'était mon sport principal pendant toutes ces années. Comment la course est arrivée du coup à quel moment tu as commencé à courir et comment cette pratique est rentrée dans ta vie ? Je pense que j'ai découvert la course à pied en cours d'éducation physique à l'école, en humanité. Donc là, j'ai commencé à courir, mais voilà, vraiment à mettre un pied devant l'autre, on va dire. Et ma prof d'éducation physique à l'époque était géniale et je pense que c'est elle qui m'a donné aussi un peu ce goût-là. Et puis pendant des années, je courais un peu, mais plutôt comme coureuse du dimanche. J'allais faire mes footings peut-être une fois semaine, parfois 2 fois semaine, mais maximum. Je courais l'été, puis je courais plus du tout l'hiver. Donc voilà, j'étais pas du tout régulière. C'était plutôt un passe-temps pour dire de prendre l'air, de me défouler un peu, mais je voyais pas ça comme un vrai sport. C'était plutôt voilà, pour m'aérer. Et je m'entraînais pas, quoi, je veux dire.
Et à quel moment c'est devenu un vrai sport, du coup? En fait, je crois que quelque chose qui fait partie de moi aussi, c'est le fait de me fixer des challenges. Et donc j'ai commencé par faire les 20 kilomètres de Bruxelles avec un ami. Ça devait être en 2017, quelque OK. chose comme ça. Donc là, c'était vraiment objectif, les terminer. Donc voilà, j'allais courir de temps en temps pour, être sûre de pouvoir faire 20 kilomètres sans m'arrêter, mais il n'y avait pas d'objectif, de temps. Puis une fois que j'ai fait, les 20 kilomètres, je me suis dit: «OK, prochain objectif, c'est un marathon». OK. Et donc j'ai fait le marathon de Namur en 2018. Je pense que c'était la première édition. Mais là, pareil, juste, objectif, finisheuse, donc sans objectif de temps du tout, juste pour me dire, «J'ai fait un marathon dans ma vie», quoi. C'était plus ça, un peu cocher des cases, me fixer des objectifs et Donc t'étais pas en réaliser des club, choses. à ce moment-là? Tu pas un Non, groupe d'entraînement? non, pas du tout. Et puis pendant le covid, là, j'ai découvert un peu plus, le trail, le bois, les forêts de Belgique. C'était un peu l'occasion de faire des activités entre amis, de sortir un peu de chez soi, pendant cette période particulière. Et donc ouais, c'est là que j'ai découvert, un peu le trail. Et suite à ça, du coup, enfin quand même, à mon avis 2 ans après, je me suis inscrite dans un club. Et assez vite, enfin de nouveau dans cet objectif de me fixer des challenges, je me suis dit: «Je veux faire un 100 kilomètres, en trail», quoi. J'avais fait un 20, j'avais fait un marathon et là c'était, OK, je veux faire un 100 kilomètres. Mais voilà, avec aussi cette volonté de le faire progressivement, de pas brûler les étapes. Donc je me suis inscrite, dans un club d'abord pour m'entraîner un peu plus et puis j'ai fait, des 50 kilomètres en montagne, pour commencer. Ça, c'était en 2023, je pense. Et puis, j'ai rencontré Renan, mon compagnon, qui est préparateur physique. Et donc là, je pense qu'il y a eu un peu ce mélange entre, moi, ma volonté de me fixer des challenges, le plaisir d'être à l'extérieur, de vivre, des expériences, ce côté un peu aventure. Et puis lui, son aspect, plutôt axé performance. Donc il prépare des athlètes, c'est son métier. Il est dans l'athlétisme depuis qu'il est tout petit. Donc lui, c'est vraiment, son domaine, quoi, depuis toujours. Et ouais, je pense qu'il y a eu un peu ce mix de nos 2 visions, et puis, et lui m'a apporté vraiment cet aspect, performance et préparation physique que j'avais pas du tout, avant. Et donc il a commencé à me préparer en 2024. Pour, ta première course de 100 kilomètres, du coup? Oui, c'est ça. Et comment, parce que tu dis: «J'ai envie de me fixer des challenges», mais c'est un certain type de challenge, hein, 100 kilomètres. Tu aurais pu te dire, «Je veux aller plus vite sur 20 kills» ou «Je veux aller plus vite sur marathon» ou «Je veux, faire, voilà, je m'arrête à 50 ou 60». Pourquoi cette envie d'aller sur du très long? Je pense à nouveau parce que mais j'ai jamais eu comme objectif de faire des performances avant de rencontrer Renan et de rentrer un peu dans ce monde-là. C'était plutôt, ouais, réaliser des choses, quoi. Me dire: «J'ai fait un marathon». Enfin, d'abord, j'ai fait un 20 kilomètres, j'ai fait un marathon, j'ai fait un 100 kilomètres. C'est un peu des distances symboliques et ma volonté à l'époque, c'était, de l'avoir fait et peu importe le temps. Enfin, en commençant vraiment une préparation physique, plus régulière, avec, une discipline et cetera. Là, j'ai pris ce goût, à l'amélioration et j'ai eu envie de m'améliorer sur des distances, donc sur, que ce soit sur 5 kilomètres, 10, sur semi, sur marathon, et puis sur des trails, que ce soit du court, du long. Enfin, c'est un peu ma patte aussi, je pense, c'est de toucher un peu à tout. On me voit sur un ultra et puis on me voit sur un 5 kilomètres route, quelques semaines après, quoi. Mais c'est l'envie d'aller plus vite est venue d'abord de l'envie d'aller plus loin et plus long sans te fixer, d'objectifs de temps et c'est dans ce sens-là que tu as construit, on va dire la trajectoire de distance en tout cas? Oui, ce qui est, peu commun à mon avis par rapport à des parcours d'athlètes plus traditionnels, qui font les choses peut-être plus, dans l'ordre et je mets des gros guillemets, Ouais. mais, en se disant voilà d'abord on fait du court, on est performant sur court et puis on augmente progressivement les distances. C'est vrai que moi c'était mon rêve en fait, juste de faire un 100 kilomètres et Qu'est-ce que t'aimes dans l'ultra long comme ça? c'est des moments, où on se retrouve, avec soi-même, on passe par plein d'émotions. Ouais, la longueur, c'est aussi, enfin, c'est un long périple, quoi. On passe tellement par plein de choses et puis, enfin, coûte que coûte, on continue à mettre un pied devant l'autre, on continue à avancer. C'est vraiment une longue aventure, quoi. Et je pense que c'est plus ça qui me plaît et qui me plaît encore aujourd'hui, même si la dimension, performance est venue s'ajouter. C'est vraiment, vivre des grandes aventures, quoi. Elle s'est ajoutée à quel moment, la dimension performance, justement? Je pense vraiment au moment où Renan a commencé à m'entraîner.
au moment, enfin, du coup, lui a vu un certain potentiel, comme il voit ça chez d'autres athlètes aussi. Et en fait, lui a commencé à me dire tu dois te fixer tel nombre d'heures pour telle distance. Ou j'ai refait un marathon avec lui, il m'a dit il faut que tu vises sous les 3 heures. Enfin voilà, lui avait vraiment cette vision et c'est un peu comme ça que ça arrivait. Ouais. D'ailleurs, pour pouvoir aller avoir appréhendé les ordres de grandeur, ton premier marathon, tu l'as fait en combien de temps? En 4h22. En 4h22. Et ton record aujourd'hui sur marathon, c'est? C'est de 55. Ok. Et en combien de temps tu es passé de l'un à l'autre? Il y a quand même eu, donc le premier c'était 2018. Ouais. Et ici c'était en 2024 du coup. On va vraiment démontrer de très hautes facultés en mathématiques, donc c'est en 6 ans, quoi, du coup, que tu es Voilà. passé de l'un à l'autre. Mais c'est quand même incroyable, parce qu'un sub 3 heures, on est sur allez, un niveau très, très, très solide sur la distance. Oui, oui, j'imagine. Il y a encore de la marge aussi, mais Pas dire qu'il y a toujours de la marge, mais il y a souvent de la marge. Ceci étant dit, la progression escalée, quoi. oui. J'ai envie, si tu veux bien, qu'on prenne l'exemple, ou en tout cas qu'on approfondisse ton parcours sur la TDS. Comment tu passes, avant même de parler du parcours, de j'ai envie de faire un 100 km à j'ai envie de faire un 150 km ou 153 km. Qu'est-ce qui se passe aussi à ce niveau-là? Ouais, du coup, mon premier 100 km, c'était dans le Beaufortin. C'était en 2024, du coup. Et là, je voulais faire un 100. Bon, il faisait 114, donc j'avais déjà une petite marge. Et en fait, c'est une région que j'adore parce que je vais skier là l'hiver. Et ouais, c'était hyper symbolique pour moi de faire mon premier 100 km là-bas. Et puis du coup, l'année suivante, je cherchais un autre ultra, voilà, parce que je voulais en refaire un. Et je m'étais dit, pourquoi pas un peu plus long. Mais c'est vrai que je visais au début plutôt des 120, 125 kilomètres. Et j'en avais repéré plusieurs dans les Pyrénées, en Italie, en Corse. Enfin, voilà. Et j'en avais plusieurs en tête. À chaque fois un peu plus sauvage et technique, comme le Beaufortin, qui est aussi un trail qui est connu pour être assez technique. En fait, c'est Renan aussi et un ancien collègue à lui de l'époque qui m'ont parlé de la TDS en me disant il faut que tu fasses celle-là parce que elle est sauvage, elle est technique. Il y a plein de passages communs avec le Beaufortin, donc il y a vraiment toute une partie qui passe dans la même région. Et ils avaient déjà eu cette vision. Enfin, je pense que personne s'attendait au retour médiatique qu'il y a eu sur la TDS, mais déjà à l'époque, ils m'avaient dit cette course, elle a une aura, quoi. Si tu veux te montrer, cette course, elle est bien pour ça, quoi. Et autant cet aspect-là peut-être me parlait un peu moins, parce que c'est pas ce que je recherche, mais je m'étais dit ok, c'est sauvage, c'est technique, c'est un challenge parce que c'est 155, donc on passe quand même encore un gap. Et puis, c'est une région à nouveau que j'adore, quoi. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai sélectionné la course. Et c'est peut-être très naïf comme question, j'avoue en toute humilité que la montagne n'est pas mon domaine de prédilection. Ça veut dire quoi, c'est sauvage et c'est technique? Technique, c'est vraiment au niveau du type de sentier, quoi. Donc, c'est rocailleux, c'est pas des parcours hyper roulants où on peut allonger la foulée, quoi. Il y a vraiment des passages où c'est vraiment ça, c'est rocailleux. Et puis sauvage, c'est l'aspect, tu passes par des endroits, tu as l'impression d'être isolé de tout, quoi. Comment tu te prépares à une course technique quand tu habites à Namur, si je ne me trompe pas? Exact. Comment est-ce qu'on prépare la TDS en habitant à Namur? Alors, la muscu a été mon meilleur allié, je Ok. pense. Donc, je faisais 1 à 2 séances de muscu par semaine pour vraiment me préparer musculairement à encaisser les chocs. Ok. On pense tout de suite aux montées, mais c'est les descentes qui sont les plus sollicitantes musculairement. Parce que c'est vraiment là qu'on casse de la fibre. Et c'est vraiment les descentes qui nous détruisent Ok. musculairement. Donc, ouais, la muscu. Et puis alors, des séjours en montagne de temps en temps. Donc, j'ai eu des courses préparatoires. J'avais commencé par le 90 km du Mont Blanc fin juin. Et puis, j'ai fait une autre course, le défi de la Muselle, qui se trouve aux Deux Alpes. Et là, c'était une course sur 4 jours, qui faisait 100 km au total, mais divisée sur 4 jours. Et donc là, c'était intéressant aussi pour enchaîner l'effort, bien récupérer entre les journées. Donc voilà, ouais, c'est un peu comme ça que je me suis préparée. Si je regarde par exemple ta semaine, tu t'entraînais
Combien de temps même avant ça, quand tu dis la muscu, tu fais quoi à la salle? Un peu de tout, forcément beaucoup les jambes. Je travaille pratiquement pas les bras, par exemple. Et encore, on peut travailler un peu les bras pour le mouvement des bâtons. Ouais. Mais non, c'est surtout les jambes, donc des squats, de la presse, vraiment pour travailler les quadris et puis travailler les ischios aussi. Tu fais pas d'escalier infini? Euh, C'est ma hantise et je suis supposée en faire pour la prochaine prépa, donc ouais, je gère de la compassion. J'en faisais pas avant. J'ai commencé là Ok. cette année. Vu que je me suis blessée, là, je reviens d'une blessure. Et donc, c'est vrai que j'ai ajouté... Enfin, mon entraînement a beaucoup changé ici ces dernières semaines par rapport à l'année dernière. J'ajoute beaucoup plus d'escaliers, d'elliptiques, Ouais. que j'aimais pas trop de base, mais ça permet de faire du volume avec moins de choc. Mais alors, si on revient, et ça pourra nous faire une transition sur... et après, on reviendra sur la TDS, mais à quoi ressemblait ton entraînement à ce moment-là? Donc, 2 séances de muscu par semaine, surtout les jambes. Et en course, tu faisais quoi, indépendamment des courses à la montagne qui spécifiquement te préparaient à l'environnement? À quoi ressemble une semaine ou à quoi ressemblait une semaine classique de préparation pour la TDS? Oui, donc au-delà des 2 séances de muscu, c'est des séances de course à pied vraiment typées trail pour préparer la montagne. Bon, après, mon terrain de jeu n'est pas le plus vallonné, mais on fait en sorte de faire des allers-retours, donc c'est des up and down, du tempo en côte pour travailler quand même un peu de vitesse malgré tout. Donc ouais, mon terrain de jeu, c'est vraiment derrière chez moi, quoi. C'est un petit bois qui a quand même son potentiel. Et voilà, on tournicote en fait pour aller chercher un peu de dénivelé. Et pour qu'on puisse s'imaginer, parce que donc, tu disais tu as un métier à temps plein, ça représente combien d'heures en fait cette partie entraînement? En fait, l'année dernière, j'étais pas à un volume énorme. Je pense que j'étais sur 8-9 heures maximum. Alors, c'est tout à fait relatif, la notion de pas un volume énorme ou pas, je pense. Oui. Effectivement, c'est vrai que si on prend comme comparaison des athlètes dont c'est le métier, c'est peut-être pas un haut volume, mais si on compare à quelqu'un qui a un job à part entière 2 jours, 8-9 heures, c'est déjà, c'est déjà honorable, quoi. Oui, c'est sûr. C'est sûr, pour des gens effectivement qui travaillent, c'est déjà beaucoup. Et d'ailleurs, c'était un challenge de caser tous mes entraînements, et ça l'est encore aujourd'hui. Caser tout ça dans une semaine, ouais, c'est pas évident. Comment tu faisais et comment tu fais aujourd'hui? Alors, à l'époque, je m'entraînais surtout le soir. Je suis pas du tout du matin. J'ai vraiment du mal à m'entraîner le matin. Donc, c'était le soir et de temps en temps à midi. Mais voilà, j'ai un temps de midi qui est limité aussi. Donc, c'est plutôt des petites sorties, un petit footing pour dire de faire un peu de volume, ou bien un petit passage à la salle de sport pour faire soit un peu de muscu, soit un peu de course sur tapis, quoi. Et tu dirais que c'est une course que tu as préparée sur 1 an, sur 6 mois? Enfin, ça a été ton objectif en ligne de mire, combien de temps, en fait? Combien de temps tu as mis pour te préparer à cette course? Oui, c'est vrai que ça se prépare quand même, je dirais sur une année. Mais en fait, donc l'été d'avant, j'avais fait une autre course et puis j'ai enchaîné sur un marathon en octobre, je pense. Donc, puis voilà, novembre, décembre, c'est toujours des mois un peu plus calmes qui sont dédiés à des petites courses, des petites corridas, mais plus plaisir. Et à mon avis, c'est en janvier que j'ai recommencé un vrai entraînement, quoi. Donc, 7-8 mois à l'avance, ouais. Est-ce que tu dirais, ou comment s'est passée la prépa? Est-ce qu'elle s'est bien passée? Est-ce qu'il y a eu des accros? Comment tu t'es sentie tout au long de cette préparation? En fait, j'adore la discipline qu'amène la course à pied et les entraînements que ça demande. Donc, je pense que de manière générale, ça m'apporte vraiment quelque chose de m'entraîner. Ça me fait du bien, ça me permet de me défouler, ça m'apporte vraiment plein de choses. Mais c'est vrai que pour préparer une course si longue et si exigeante, ça demande aussi d'être exigeant dans ses entraînements. Ça s'est globalement très bien passé, mais je suis quand même passée par des moments où je me suis retrouvée en pleurs en me disant en fait, là, c'est trop, j'arrive plus. Enfin, j'arrive plus à enchaîner mon boulot, mes entraînements et l'espèce de pression que je ressens quand même un peu de tous les côtés, quoi. Renan, qui voudrait que je m'entraîne plus, qui me met un peu la pression en me disant c'est un ultra, c'est pas un 20 km, ça se prépare, quoi. Et puis, le boulot, voilà, ils aiment bien que je sois présente aussi. Et donc, ouais, gérer cette pression et gérer les emplois du temps, c'était pas toujours facile. Et ouais, j'ai eu des gros craquages comme ça en me disant ça va jamais aller, quoi. Et comment, dans ces moments-là, comment t'as
t'as retrouvé la flamme le lendemain ou le jour d'après pour retourner t'entraîner? C'est l'organisation, je pense. Vraiment de me dire, OK, on souffle un bon coup. Comment je peux mieux m'organiser, pour, arriver à tout caser dans ma journée, quoi? Et c'est vrai que j'ai toujours eu ce truc de vouloir faire plein de choses en même temps et de vouloir rien lâcher ou de pas moins m'investir, dans une des sphères de ma vie. Et donc pour moi, ma seule solution, c'est de m'organiser mieux pour réussir à tout faire, quoi. Et ça veut dire quoi concrètement, mieux s'organiser? S'il te plaît, apprends-moi à mieux Oui. m'organiser. Mais par exemple, cette année, je sens que enfin, j'ai la sensation que je m'organise un peu mieux. OK. J'arrive à caser, un peu plus souvent des entraînements le matin. Alors je sais que je vais pas pouvoir faire, un entraînement de course à pied intensif le matin, ça c'est sûr que non. Mais par contre, aller faire un peu d'elliptique, Mmh. ou une séance de muscu légère, ça je m'en sens plus capable. Donc oui, c'est préparer mes affaires de sport, faire en sorte, de partir à la salle avec mes affaires pour prendre ma douche, pour me changer, mon shake de récup et puis de filer vers, le boulot après. Ou bien c'est faire ça aussi, sur mon temps de midi. Mais donc si je fais du sport sur mon temps de midi, ça veut dire que je dois avoir, mon repas qui est prêt. J'ai pas le temps d'aller chercher à manger, en plus. Donc ouais, c'est un peu penser à tout ça, pour, réussir à caser mieux, tous mes entraînements. Et puis j'ai la chance aussi, je pense que Renan cuisine et donc lui, s'occupe souvent des repas du soir. Ce qui me décharge déjà d'un aspect important, de l'organisation et ça me permet de m'entraîner le soir, pendant que lui cuisine, quoi. Je pense qu'on reviendra sur, justement, la partie, parfois j'en ai eu marre ou parfois ça a été difficile, c'est aussi, un sujet que j'ai envie d'explorer. Mais si on revient sur la TDS, comment tu te sens la veille de ta première course, de 153 kilomètres, 9000 de D+? J'imagine qu'à ce moment-là, tu sais pas que tu vas passer 24 heures et que tu te dis potentiellement ça va durer plus longtemps. Ouais, tu quoi comme pensée à ce moment-là? J'étais hyper excitée de prendre le départ. En plus, c'était un départ à minuit, donc en fait, toute la journée, tu juste de prendre le départ. Tu de dormir en te disant: «Il faut que j'accumule un peu de sommeil», mais tu pas trop à dormir. Et ouais, j'avais vraiment hâte, de partir. Hem, J'avais eu des courses avant où j'ai pu faire, toutes les erreurs que j'ai pu faire, notamment en termes d'alimentation, OK. qui m'ont permis aussi de me dire: «OK, cette fois, je sais comment je dois faire, je gère», entre guillemets. Et les 24 heures, c'était la tape. OK, c'était ça l'objectif? Ouais, on avait Génial. estimé, je pense entre 24 et 26, quoi. OK. Donc on était, dans le bon. Tu dis: «J'étais hyper excitée». Tu aucune sensation de peur? Mmh, je pense pas. Et à nouveau, je m'étais dit, «C'est une grande balade» et je sais que ça peut paraître, bizarre de dire ça et je me rends compte aussi que c'est une grande balade, pour plein de gens, c'est un truc énorme de parcourir 150 kilomètres. Mais je l'abordais vraiment comme ça, en me disant, «Je mets juste un pied devant l'autre, je suis en montagne, j'adore l'environnement. C'est vraiment une grosse rando qui va durer longtemps, quoi». Tu dis: «Ça peut avoir l'air bizarre», mais alors je projette ou pas, mais est-ce que tu penses que c'est aussi cette conception que tu as de ce sport qui fait que tu performes? Je pense qu'il y a vraiment une dimension, plaisir et passion qui est hyper, présente chez moi et qui joue parce que, quand je repense à la TDS, je pense pas trop aux moments, douloureux. J'ai plein de souvenirs hyper positifs, mais je me rends pas compte que ça a duré 24 heures. Ça m'a pas semblé long. C'était une grande aventure et puis j'étais hyper euphorique, quand je revois des images, c'est super drôle, quoi. Je suis hyper désorientée, j'ai du mal à suivre les flèches, dès que j'arrive dans des villages où il y a du monde, j'ai envie de voir tout le monde, de sourire à tout le monde, j'ai envie de parler à mes amis qui sont là, enfin, ouais, j'étais vraiment sur une autre planète, quoi. Mais c'est marrant parce que j'ai une question qui est, que je trouve moi-même, relativement mal posée, mais je vais quand même essayer de la poser et on va voir ce qu'on en fait. D'essayer d'expliquer ce que ça représente concrètement 24 heures d'effort. Parce que, et tu l'as aussi dit en demi-mot, enfin à demi-mot et moi j'ai la sensation, quand je parle à des gens de course à pied, au-delà de 40 kilomètres et au-delà de 5 heures, plus personne n'imagine rien. Enfin, c'est vraiment le retour que je peux avoir, c'est, vous êtes tous fous à faire, des distances comme ça. Hem, des distances comme ça, mais à partir de nouveau de 40 à 150, tout est mis dans le même panier, ou presque. Qu'est-ce que ça veut dire quoi courir 24 heures? Ou en tout cas, ça veut dire quoi parcourir la montagne pendant 24 heures? Ça veut dire quoi être en effort pendant 24 heures? Est-ce que tu peux nous amener un peu dans ce que, quand tu dis: «Je réalise pas»,
Qu'est-ce que tu as réalisé justement ou comment tu t'es alimenté? Est-ce que tu as dormi? Est-ce que tu as pas dormi? Est-ce que ça veut dire quoi, ouais, parcourir, la montagne pendant 24 heures? Ouais, à nouveau, la définition qui me vient, c'est une énorme balade. Donc on commence à minuit. Il y a d'abord la nuit qui se passe. Donc là, il fait noir, on est avec nos lampes. Il y a ce côté un peu magique, on voit que les lampes, des autres, coureurs, au loin. J'ai ce truc aussi de découper vraiment la course en micro-objectifs et donc je sais qu'il y a 15 kilomètres jusqu'au prochain ravito et puis encore 15 jusqu'au suivant. Je sais qu'à 50 kilomètres, ce qui est déjà beaucoup, mais c'est le premier moment où je vois mon assistance. Donc mes parents, il y avait, 2 de mes meilleurs amis et puis Renan qui était là. Donc ouais, je découpe vraiment tout ça. J'ai pas dormi sur, les 24 heures. Mes ravitaux, je pense que j'ai pris 5-6 minutes maximum, à chaque ravito, donc ce qui est assez rapide. Il y a des gens qui ont besoin vraiment de s'arrêter une demi heure, parfois de dormir un peu. Là, moi, j'avais juste envie de repartir et de continuer mon petit périple. Je me suis bien alimentée et ouais, ça a été dur sur la fin. Donc on passe une nuit, puis il y a toute la journée et en fait, là, il fait clair, il fait beau, c'est gai, on voit les paysages, il faisait magnifique et puis, le moment où la nuit suivante tombe, là, j'ai senti la fatigue, donc il était, je sais pas, 21 heures, à mon avis, quelque chose comme ça et je suis arrivée, moi, à minuit, donc il me restait quelques heures de course. Là, c'est vrai que c'était plus dur. Je sentais que j'avais envie d'arriver et il restait, les 25-30 derniers kilomètres qui paraissent rien, mais en fait, c'est ces 3 dernières bosses comme ça qui sont quand même, bien casse-pattes. Donc la fin a été dure, mais j'ai pas du tout un souvenir, atroce, quoi. Enfin, oui, c'était difficile, j'étais fatiguée, puis, j'ai dû changer de lampe, elle fonctionnait pas, j'ai dû m'arrêter. Enfin, il y a des choses comme ça qui étaient plutôt un peu frustrantes, mais en fait, je continuais à avancer et puis voilà, jusqu'à la finish line, quoi. Et tu savais tout le long, le classement, enfin tu avais conscience du classement? Tu savais que tu étais 2e ou tu savais que tu rattrapais des gens? Comment est-ce que l'information, elle circule dans ce type de course? Oui, en fait, tout se sait, OK. enfin, tout se communique, tout le temps. J'ai commencé la course en étant 4e et puis, en fait, il y a eu 2 abandons devant moi. C'est comme ça que je me suis retrouvée, 2e. Et les 3 premières sont 3 filles, qui sont pros, c'est des athlètes pros et donc elles sont parties à 3 et elles se tiraient vraiment la bourre, donc elles étaient, c'était le petit, peloton de tête et moi j'étais derrière, je faisais ma course et en fait, connaissant, les athlètes, je m'étais même pas dit, «Je vais aller les rechercher», quoi. Pour moi, elles étaient devant, c'était bien très bien qu'elles soient devant. Je faisais, mon petit bonhomme de chemin et puis voilà, c'était, finalement la cerise sur le gâteau que 2 des filles, doivent arrêter et puis que je me retrouve 2e, mais oui et donc à chaque fois qu'il y a eu un abandon, j'ai eu l'info, assez vite, quoi. Et ça t'a donné envie d'aller plus vite ou au contraire ça t'a mis la pression? Ou tu t'es dit, «C'est une information, je la prends, mais elle me fait pas dévier de mon plan, moi je continue à tracer ma route». Enfin, comment tu as traité cette info et comment est-ce qu'elle t'a influencée? En fait, je me disais, «OK, je dois pas m'emballer, quoi. C'est pas parce que je me retrouve, 3e et puis 2e que je dois aller plus vite». Je me suis dit: «Vraiment, je continue mon petit bonhomme de chemin. Le but, c'est d'arriver au bout, quoi et de pas craquer moi aussi et de devoir arrêter». Donc ouais, je pense que je suis vraiment restée dans ma course et par contre, plusieurs fois, je me disais: «Waouh, mais purée, je suis 3e, puis je suis 2e» et donc c'est quand même une info qui me portait à fond. Je me disais, enfin, jamais j'aurais imaginé, faire 2e de cette course, quoi. Je m'étais dit: «Allez, si je fais un top 10, c'est cool. Top 5, c'est inimaginable, quoi». Donc ouais, c'était une belle surprise et c'est vrai que quand je pensais à cette info en courant, je me disais: «Waouh, mais c'est un truc de dingue, quoi». Tu as dit plusieurs fois, ça a pas été, enfin, j'ai pas vécu ça comme un moment, difficile. Alors à l'inverse, c'est quoi le moment qui a été le plus beau? Je pense qu'un moment qui m'a marquée, c'est, bon, j'en parle beaucoup de ce moment, mais c'est le ravito de Beaufort. Donc c'est le 2e ravito où j'avais de l'assistance. J'étais au 90e kilomètre, plus ou moins. Et donc là, c'est Renan qui faisait vraiment mon assistance, donc qui pouvait rentrer dans la tente, être à côté de moi. C'est un ravito où je suis peut-être restée un peu plus longtemps, pour être sûre de bien m'alimenter et je crois que c'était en plein milieu de la journée aussi. Il devait être 13-14 heures, quelque chose comme ça et j'ai bu, un mug de soupe que ma maman m'avait préparé et vraiment la nutrition, c'est un gros sujet. Ça a toujours été difficile de m'alimenter, de trouver quoi manger et en fait, cette soupe, elle m'a fait tellement du bien
Et je l'ai fini, en fait, et je me disais: «OK, je la termine, tant pis si je me sens lourde, tant pis si c'est beaucoup, là, je sens que j'en ai besoin» et ouais, je sentais que ça me faisait vraiment du bien, quoi. Et j'ai fini ce mug et puis, c'est vrai que je suis ressortie de la tente, j'ai vu mes parents, j'ai pu dire à ma maman que j'avais bu toute sa soupe. Enfin, c'était des moments un peu, ouais, un peu magiques et à nouveau, j'avais trop l'impression d'être une enfant qui fait bien les choses et qui est fière de le dire à ses parents, quoi. Et qui est dans une trop cool balade en plus Oui, de ça, quoi. c'est ça. Est-ce que, même pas, est-ce que tu penses à quoi pendant 24 heures? C'est difficile à dire. Je pense que, ouais, j'étais hyper, alerte de tout ce qui se passait autour de moi comme ça. Mais je me souviens aussi que chaque chose que je voyais, j'avais trop envie de le retenir pour être sûre de le raconter après. Ah génial. Je me souviens avoir vu un troupeau de chevaux sauvages, enfin, en tout cas, en liberté et je m'étais dit: «Waouh, mais c'est dingue de voir des chevaux comme ça, en plein dans la montagne» et puis, ouais, c'est un animal que j'aime particulièrement aussi et je m'étais dit: «Purée, il faut trop que je retienne et il faut trop que je le raconte, à mes amis la prochaine fois que je les vois, quoi». Presque sans transition, et on refait un lien avec ce que tu disais au début sur, le fait que tu as fait pas mal d'équitation. Est-ce que, qu'est-ce que tu retiens de l'équitation ou qu'est-ce que l'équitation, t'a appris que tu ramènes dans le sport ou que tu ramènes dans le trail ou que tu ramènes dans la course? Est-ce qu'il y a des liens que tu fais entre ces différentes disciplines? Je pense que c'est un sport qui est hyper complet. On me charriait souvent, quand j'étais plus jeune et qu'on me demandait ce que je faisais comme sport. Quand je disais que je faisais de l'équitation, on me disait: «C'est pas toi qui travailles, c'est le cheval». C'est un peu la réplique, facile, mais non, c'est un sport qui est vraiment hyper complet, musculairement. Ouais, je pense au niveau des adducteurs, OK. notamment, même, le gainage. Enfin, ouais, c'est un sport, hyper complet et qui demande énormément de précision aussi. Dans ce qu'on demande au cheval, on doit être hyper précis pour que l'info passe bien. Donc ouais, il y a sans doute ça. Donc il y a une certaine rigueur OK. qui est nécessaire et moi le lien que je vois aussi, c'est la connexion à la nature, quoi. OK. C'est vrai que l'équitation, j'ai toujours adoré, monter à cheval dans une écurie, mais aller faire des balades, me taper des énormes galops dans les champs, c'est aussi un truc qui me faisait vraiment vibrer, quoi, que j'adorais et je pense que dans le trail, il y a aussi cette notion un peu d'aventure, d'être à l'extérieur, enfin, ouais, le côté un peu outdoor, quoi. Mmh. Et le côté rigoureux, tu le vois où dans le trail, du coup? Particulièrement peut-être dans l'ultra, on peut rien laisser au hasard, OK. quoi. Il y a tellement de facteurs qui peuvent jouer, le sommeil, la nutrition, être vigilant à plein de choses et je pense encore plus qu'avant, je suis hyper vigilante à ma santé et à mon bien-être de manière générale, quoi. Quand on veut être performant, on doit rien laisser au hasard, je pense. Est-ce que tout s'est passé comme prévu quand tu dis justement, on doit rien laisser au hasard et vous aviez, prévu entre 24 et 26 heures et finalement tu avais 24. Est-ce que cette course, elle s'est, déroulée parfaitement par rapport au plan ou est-ce qu'il y a des moments un peu hors sujet qui sont apparus ici et là et qu'il a fallu gérer? Non, franchement, la TDS, j'aurais pas pu, l'imaginer, mieux, en fait. Je vois pas ce qui aurait pu mieux se passer. Mais je pense aussi que si tout s'est autant bien déroulé, c'est grâce aux courses d'avant et grâce aux erreurs que j'ai fait avant. Je pense notamment aux 90 kilomètres du Mont Blanc. Donc là, c'est vrai que je parle de plaisir, je parle de 24 heures, où tu sens pas la douleur et cetera. Les 90 kilomètres du Mont Blanc que j'avais fait fin juin, c'était, je pense 14 heures d'effort, mais j'ai été dans la douleur, la moitié de la course, quoi. Comment tu tiens quand tu es dans la douleur la moitié de la course? Ou qu'est-ce qui te fait tenir? Juste la vol Alors ouais, j'allais dire la volonté d'aller jusqu'au bout et de continuer à mettre un pied devant l'autre. Mais je me souviens, j'ai déjà eu cette discussion avec des amis de me dire: «Qu'est-ce qui est le plus courageux? Est-ce que c'est d'aller jusqu'au bout ou est-ce que c'est d'abandonner?» Donc je pourrais dire que j'ai jamais eu le courage d'abandonner une course. Il y a une phrase que j'aime beaucoup et que je trouve assez confrontante qui est, «La ligne est très fine entre, la persévérance et l'entêtement» et sa sœur jumelle, c'est, «Il est parfois plus courageux de s'arrêter que de continuer». Et c'est vrai que c'est en tout cas, je trouve ça souvent difficile à appréhender. À quel moment tu tombes, de l'autre côté du spectre avec le recul, est-ce que tu penses que tu aurais dû abandonner ou aurais pu? Sur cette course-là, peut-être pas, OK. parce que finalement, j'étais à donc là, si on parle de timing, j'avais, visé 14 heures et j'étais à 14h35, ce qui est pas, dramatique. C'est juste que j'étais dans la douleur, quoi. Clairement, je m'étais pas du tout assez alimentée, sur la deuxième moitié de course.
Donc, je continuais à mettre un pied devant l'autre, mais j'arrêtais pas de me faire dépasser. Et voilà, c'était pas la plus chouette course. Par contre, j'ai un autre exemple en tête, c'est la course du petit ballon en Alsace. C'était le 1er mars de cette année. C'était la course qualificative pour les championnats d'Europe Ok. qui ont eu lieu ici début juin. Et en fait, là, j'étais pas bien du tout. J'ai été malade, donc j'ai vomi toute la deuxième partie de course aussi. J'étais vraiment pas bien. Et en fait, j'ai été jusqu'au bout. J'ai été qualifiée, mais je me suis blessée. Ok. Et après coup, je me suis dit, finalement, j'ai été qualifiée, mais pour des championnats d'Europe que j'ai pas pu faire parce que j'étais blessée. Est-ce que ça valait vraiment le coup d'aller jusqu'au bout de cette course en étant si mal et pour finalement me retrouver blessée et à l'arrêt pendant 2 mois, quoi. Si on prend ces 3 courses, donc la TDS, la course du petit ballon et puis les 90 ou les 90 km du Mont Blanc, tu dirais que chacune t'a appris quoi? Alors le petit ballon, ça m'a appris qu'il fallait vraiment s'entraîner à manger. Ok. Parce qu'à mon avis, j'ai voulu trop manger pendant la course sans avoir entraîné mon estomac à encaisser autant de glucides pendant mes entraînements d'avant. Et c'est sans doute pour ça que j'ai été malade. Mais du coup, être malade, ça veut dire forcer aussi musculairement et tout le reste. Donc, c'était vraiment pas bon pour le corps. Le 90 km du Mont Blanc, il m'a appris à manger vraiment pendant la course, Ok. hyper régulièrement. Ce qui m'a permis du coup de bien manger pendant la TDS. Et la TDS, ce que ça m'a appris, je pense, c'est peut-être la puissance en fait d'être entourée comme ça pour une course. Est-ce que tu as vu une différence? Est-ce que tu ressens une différence entre, et peut-être un peu perché cette question, mais la Hélène que tu étais sur la ligne de départ et la Hélène que tu as été sur la ligne d'arrivée? Est-ce que tu dirais qu'il y a quelque chose qui a bougé à l'intérieur? Est-ce que tu as, entre guillemets, t'as senti que les chakras s'étaient ouverts? Est-ce que tu as vu une différence? Je sais pas si c'est identitaire qu'on peut dire, mais est-ce que tu as senti que quelque chose a bougé? Alors, je dirais peut-être pas sur la ligne d'arrivée. Ça a pris un peu plus de temps, je pense. Mais il y a vraiment eu des retombées médiatiques auxquelles je m'attendais pas du tout. Et donc, on peut dire qu'il y a un avant et après TDS dans ce sens-là. Je pense que ça m'a peut-être donné confiance aussi en mes capacités, quoi. De me dire, en fait, j'ai fait un truc de dingue juste en kiffant, quoi. Et j'avais un peu du mal au début à réaliser aussi, parce que j'ai eu des appels des journalistes, le lendemain, c'était un peu la folie, quoi. Et en fait, je me disais: «Mais je comprends pas, en fait, pourquoi pourquoi tout cet engouement? Pourquoi tous ces articles dans tous les sens?» J'ai juste mis un pied devant l'autre, quoi. Et j'ai mis un peu de temps, je pense, à réaliser vraiment l'effort et l'exploit que c'était. Et tu le réalises aujourd'hui? Mmh. Je continue à me dire que j'étais juste trop bien, quoi. Trop bien, trop dans mon élément j'ai du mal à réaliser que c'était un effort Ok. parce que c'était juste du plaisir à fond, quoi. Si on décompose, ce serait quoi pour toi les éléments structurants qui peuvent expliquer le fait que tu l'aies si bien vécu? Tu te dis, voilà, la puissance d'être bien entouré, le fait de bien manger. C'est quoi les piliers comme ça qui peuvent contribuer à expliquer en intro, moi j'ai dit un tel exploit et je reste avec ce terme-là. Oui, qu'est-ce qui peut objectiver ce que tu as fait? Oui, effectivement, les éléments que tu cites, donc l'entourage, ça clairement, parce que je découpais ma course et puis j'avais à chaque fois trop hâte de les voir. Et même si c'était que quelques minutes, j'étais trop contente et puis ça me reboostait pour la suite. Donc ouais, vraiment l'entourage et je dis souvent aussi, le trail, c'est pas du tout un sport individuel, quoi. Et surtout pas l'ultra, c'est vraiment un sport collectif. C'est toute une équipe qui est derrière, quoi. Donc ouais, c'est cet aspect-là. L'alimentation, bien sûr, on peut plus avancer à un moment si on n'a plus de carburant, on n'avance plus, quoi. Donc bien continuer à s'alimenter jusqu'à la fin. Et puis alors la préparation physique en amont. En fait, ce qui a permis aussi de le vivre sans douleur, c'est que j'étais prête, quoi. J'étais hyper prête musculairement. Le moment où j'ai commencé à avoir mal aux jambes est venu assez tard. Et donc, ce qui fait que voilà, j'ai souffert effectivement sur les 25-30 derniers. Fair enough. 25 km sur 100, sur 150.
Ok. C'est ça. Ça paraît beaucoup quand même quand on le dit comme Oui. ça, mais proportionnellement, Non. c'était la fin de course. Et du coup, en fait, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte à ce moment-là. La ligne, la finish line se rapproche, etc. Donc ouais, le fait d'être prête, ça permet vraiment de bien le vivre. Euh, on voit souvent en fait des gens qui se lancent sur des ultras sans être prêts. Ils mettent beaucoup plus de temps et en fait l'effort que ça demande, mais c'est trois fois plus que ce que j'ai pu faire, quoi. Enfin, on se rend pas compte, mais des gens pas prêts, c'est encore plus un exploit, je pense. Sur le coup, oui. Après, sur le pourquoi du comment d'arriver sur cette ligne en n'étant pas prêt, ça c'est. Oui, On peut discuter du bien bien fondé sûr, de la démarche c'est ça. Mais donc tu dis une très bonne préparation physique, l'entourage, l'alimentation. Tu parles pas du mental. Non, ben on en parlait tout à l'heure en off. C'est vrai que je fais pas de vraie préparation mentale. Enfin, je me fais pas accompagner, en tout cas par un préparateur mental. Par contre, il y a plein de choses que moi je mets en place, que j'appelais d'ailleurs pas préparation mentale, mais qui sont des outils quand même. Le fait de me projeter sur une course, de me projeter sur la ligne d'arrivée, donc vraiment de la visualisation mentale. Je fais un peu de méditation aussi avant mes courses, ce qui m'aide aussi. Le découpage de la course en micro-objectifs, c'est aussi un outil, quoi. Ouais, penser, avoir des espèces de, soit des phrases de référence, ou en fait, je repensais aux messages que j'ai reçus de mes amis, de mes proches, et en fait, il y a des phrases comme ça qui étaient un peu avec moi pendant la course, ou des chansons parfois. Ok. C'est un truc hyper typique aussi chez moi, mais ça m'arrive souvent d'avoir une chanson en tête et elle me quitte pas, quoi. Donc la chanson, elle est là et en fait, j'ai beau essayer de penser à autre chose, elle revient. Et tu l'as sans les écouteurs, c'est-à-dire que tu y penses ou tu Oui, 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 elle est dans ma tête, quoi. Je la chante dans ma tête. sur des kilomètres entiers. C'est ça. Ok. Donc finalement, il y a quand même une dimension, c'est-à-dire même si elle n'est pas officielle entre guillemets et encadrée, tu mets quand même en place à ton échelle et de façon, enfin toute seule pour l'instant, Oui, des éléments de prépa mentale, quoi. oui, c'est ça. Ok. Pour j'ai envie qu'on bascule sur la route aussi un peu parce que je stockais comme souvent le Strava des gens que je suis et donc j'ai vu que tu as fait donc entre 35 et 36 minutes sur 10 kilomètres, ce qui pour le commun des mortels est incroyable. Comment tu t'organises pour pouvoir avoir dans ton année à la fois de la route et à la fois du trail? En fait, je fais de la route plutôt l'hiver. Ok. Parce que l'hiver en Belgique, aller sur les terrains boueux, c'est pas chouette. Et puis, c'est plus dangereux aussi pour les tendons, pour les muscles, etc. Il y a plus de risques de blessures à aller courir dans la boue. Donc, ouais, j'ai commencé à faire de la route et de la vitesse comme ça pendant l'hiver. Et ce qui est hyper bénéfique pour le trail. Donc, je me suis jamais dit je vais perdre mon niveau en trail en faisant de la route. Au contraire, je me suis toujours dit ça va m'apporter de la vitesse en fait qui est nécessaire aussi en trail. Et en fait, au plus, bon, Renan en parlerait beaucoup mieux que moi, mais au plus on a une bonne vitesse, au plus on va être en économie, Ouais. en courant plus lentement, parce que sur un ultra, par exemple, on est dans un rythme qui est plutôt confortable. Et en fait, en ayant une bonne vitesse de base, on va avoir une meilleure économie de Ouais. course. Donc voilà, ça m'aide pour ça. Et puis pour des trails plus courts, bah, c'est bon aussi d'avoir de la vitesse, quoi. Et indépendamment de la vitesse qui va aller se nourrir plutôt, qui va plutôt nourrir, je dirais, le trail d'un point de vue physique, qu'est-ce que la route t'apporte que le trail t'apporte pas? Typiquement, la question dans le sens inverse, la réponse pourrait être l'aspect nature, sauvage, technique. Qu'est-ce que t'apporte la route que le trail ne t'apporte pas, indépendamment de la vitesse? Peut-être un côté plus compétitif, Ok. parce que là, je me retrouve dans des milieux où il y a une grosse densité, avec un niveau féminin qui fait qu'augmenter en fait au fil des années, et avec un niveau belge qui est super bon aussi. Donc oui, c'est plus challengeant. Puis ça rappelle aussi, je pense qu'on a encore du chemin à parcourir, enfin ouais, que la marge de progression est encore importante. Ouais, c'est vraiment une sortie de zone de confort en fait, la route. Et tu aimes? J'aime bien pour des choses différentes. Ok. Donc c'est vrai que je suis moins dans le plaisir, en tout cas moins dans la contemplation, etc., comme je peux l'être entre elles. Mais j'apprécie l'effort aussi, mais c'est différent et ça me challenge à fond. Et je pense que c'est pour ça que j'aime bien l'ultra aussi. C'est parce que le rythme est hyper confortable pour moi. Enfin, courir à vitesse plus basse pendant longtemps, aucun problème, quoi.
Par contre, un 5 km hyper rapide, c'est vraiment dur pour moi. Pourquoi t'y vas si, comment dire, on sent le plaisir à fond dans le trail? Est-ce que là, c'est par une forme d'obligation ou est-ce que finalement t'y trouves aussi ton compte et cette sortie de zone de confort, est-ce que t'y trouves du plaisir aussi? Elle est là ma question. Mais ça me challenge et je pense que j'aime bien être challengée. Donc c'est sans doute ça, au départ. C'est vraiment me dire: «OK, c'est pas mon truc, c'est pas vers ça que j'irai, mais pourquoi pas, en fait?» Ok. Hem, le plaisir, je pense qu'il apparaît aussi parce qu'on est fier de soi, parce qu'on voit, c'est peut-être plus facile de voir sa progression en route parce qu'on a des espèces de référentiels, plus importants qu'entre elles et donc ouais, voir sa progression, c'est hyper satisfaisant quand même. Ok. Tu l'as dit un peu plus tôt, ton entraînement a beaucoup changé. Je pense que tu as dit beaucoup changé depuis l'époque ou l'année où tu préparais la TDS. Il a changé en quoi? Alors, tu disais l'elliptique, l'escalier infini, mon enfer. Tu disais que tu arrives à t'entraîner le matin. Qu'est-ce qui a changé à part ça? Et donc c'est vrai que c'est vraiment donc là, ça fait 6 semaines, je pense que je reprends, donc c'est assez récent. Hem, donc oui, j'essaye d'intégrer beaucoup plus d'elliptique, d'escalier, donc de sport, avec moins de choc. Je fais aussi beaucoup plus de vélo. Enfin Ok. ça, j'en Ouais. faisais déjà, l'année passée, mais peut-être encore plus cette année. Niveau, nutrition, si, c'est vrai que je fais beaucoup plus attention aussi. Je me complémente beaucoup plus. Ok. Vu que j'ai une fracture de fatigue, je me complémente en vitamine D, en calcium. Je remange beaucoup plus de produits laitiers, ce que je mangeais moins. Je mange pas de viande, et donc c'est vrai que c'était un peu enfin voilà, j'avais arrêté la viande et donc je voulais limiter très fort aussi, les produits laitiers. Je bois pas de lait, de vache. Hem, donc ouais, c'était un peu mon alimentation, mais là je sens que mon corps en a besoin, donc je remange, un peu de yaourt et cetera. Donc c'est plutôt ce qui a changé, ce que j'entends, c'est que c'est plutôt les à côté de l'entraînement, comme l'alimentation. Oui, 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 mes entraînements ont pas changé, mais je fais plus de sport croisé Ok. et je fais plus attention à ce que je mange et surtout je mange beaucoup plus pendant l'effort. Donc je prends d'office un gel, ou une flasque avec de l'isotonique, pour mes entraînements et je mange directement après, des protéines, Et ton sommeil, tu fais aussi attention ou pas nécessairement? Enfin, comment parce allez, pour le commun des mortels, et je me range dans cette catégorie, l'entraînement, c'est l'entraînement. Mais en fait, il y a tout un ensemble d'autres piliers qui sont nécessaires, essentiels. Et donc, dedans, je rentre effectivement l'alimentation, le sommeil, la récupération. Comment est-ce que tous ces piliers, tu les fais jongler entre eux, quoi? oui. Alors le sommeil, j'ai toujours eu un bon sommeil. Ok. Je m'endors super vite, j'ai un sommeil profond, quand même important. Je me réveille pas du tout, il peut se passer plein de choses, l'alarme de l'appartement a déjà sonné pendant la nuit et je m'étais pas réveillée. Donc ouais, j'ai vraiment un super bon sommeil, pour ça et je pense que c'est une de mes forces, pour la récupération. L'alimentation, je fais beaucoup plus attention, et alors un autre aspect, c'est effectivement les moments de récupération, dans le sens les vrais moments de pause. Et ça, c'est un truc que j'ai pas encore, trouvé. Je pense parce que c'est déjà un vrai challenge et un vrai Tetris d'arriver à ajouter tous mes entraînements dans une semaine, de boulot à temps plein et donc des moments où vraiment je me repose, il y en a très peu, quoi. Tu fais régulièrement des coupures ou pas? J'en fais après mes grosses courses. Je fais une semaine, 10 jours, sans course à pied et puis je reprends tout doucement. Et alors, l'année dernière, je m'étais dit que je ferais, vraiment une grosse coupure, en décembre parce que j'avais enchaîné donc TDS et puis un marathon et donc, ouais, je m'étais dit: «Décembre, j'arrête» et en fait, j'ai arrêté de m'entraîner, mais je faisais quand même des courses Ok. parce qu'il y avait des petites corridas, des petits trucs et je m'étais dit: «Ah si, j'ai envie de faire celle-là» et je suis à nouveau tombée dans le piège de vouloir trop faire. Je me demande si ça fait pas partie aussi de la blessure, quoi, de pas, m'être vraiment arrêtée. Comment, justement, la blessure, comment tu la vis intérieurement? Enfin, est-ce qu'elle, ouais, comment tu te sens quand alors j'imagine, pas bien, mais de façon Mmh. plus précise, comment tu vis le fait de devoir ralentir, en fait? Ouais, en fait, là, j'ai juste pas eu le choix. C'était une fracture de fatigue, donc c'est une blessure où, on peut même pas continuer à faire des footings. C'est vraiment, arrêt complet. Donc j'ai juste pas eu le choix que de m'arrêter. Forcément, donc j'ai eu la douleur. Assez vite, on s'est dit: ça pue la fracture».
J'ai pu avoir un rendez-vous pour une IRM assez vite, donc ça, c'était cool de pas être dans l'attente pendant plusieurs semaines. Et donc mi-mars, ça a été diagnostiqué. Et en fait, sur le moment, je me suis dit, OK, là, en fait, j'avais trop. Enfin, j'étais à nouveau dans un cercle Ouais. vicieux où j'avais le boulot, la pression du boulot, mes entraînements, les courses qui représentaient aussi une pression parce que c'était la course qualificative pour les championnats d'Europe. Vraiment, cette pression de vouloir tout bien faire et parfois un peu une pression extérieure de ne pas en faire assez dans certains aspects de ma vie. Et c'était too much, plus, la construction de la maison Ouais. qui est un autre projet, bien important aussi pour le moment et c'était juste trop, quoi. Je me rendais compte que j'arrivais plus du tout à suivre et j'avais du mal aussi à gérer cette impression que je faisais pas assez ou pas assez vite dans ces différents aspects-là, quoi. Que j'aurais pu travailler plus, j'aurais pu m'entraîner plus et j'aurais pu prendre des décisions un peu plus vite pour la maison. C'était un peu ça, les impressions que j'avais et c'était beaucoup. Donc au moment où ça a été diagnostiqué, je me suis dit: «OK, dommage que ce soit la course à pied, mais là j'ai besoin de repos en fait. J'ai besoin d'arrêter et de lever le pied un peu». Donc je l'ai pas, enfin ça a été pris presque pas comme une Ouais. bénédiction, mais je me suis dit: «En fait, ça tombe plutôt bien, quoi». Qu'est-ce qu'elle t'a appris, c'est là de façon presque tacite, mais oui, qu'est-ce qu'elle t'a appris cette blessure? Qu'est-ce que tu en retires, qu'est-ce que tu ferais différemment, ou qu'est-ce que tu as envie de faire différemment maintenant? Aujourd'hui, tu es back dans les tracks, complètement. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu as changé dans ta manière de fonctionner, après avoir traversé ce moment, tant d'être blessé que celui qui a précédé la blessure, à savoir être sur tous les fronts et avoir en plus la sensation de ne pas en faire assez sur chacun des Mmh. fronts sur lesquels tu étais? Oui, bah, j'essaye de plus m'écouter, de prendre les choses, un peu une à la fois comme elles viennent, de traiter un max de choses. Ouais, vraiment, une chose à la fois et de plus m'écouter, de plus prendre soin, ça c'est peut-être le point principal, c'est de prendre plus soin de mon corps, notamment au travers, de l'alimentation. OK. Parce que là, je sais que c'était quand même un gros aspect et à mon avis un facteur qui a beaucoup joué dans la fracture, en plus de cette charge. On dit souvent que une fracture, ça vient, quand on augmente trop vite la charge d'entraînement. Je pense que c'était pas la charge d'entraînement en tant que telle, c'était la charge globale Oui. qui était, trop importante, quoi. Tu as identifié les signaux qui te préviennent aujourd'hui quand tu sens que tu es potentiellement en train de rebasculer dans un cercle vicieux? Je pense pas, j'ai rien vu venir, en tout cas pour la fracture. Elle est vraiment arrivée comme ça et j'ai du mal à, si je me sentais, fatiguée, je me sentais submergée par plein de choses, mais difficile physiquement en tout cas, dans les ressentis, OK. de dire, il y avait un truc, quoi. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que tu entendrais plus fort les signaux que tu as peut-être pas entendus à ce moment-là ou qui étaient là dans les ressentis, mais peut-être pas assez, perceptibles? Est-ce qu'il y a un système d'alerte qui s'est mis en place, en toi ou pas encore ou pas encore assez fort? Peut-être pas encore assez fort en tout cas. J'ai l'impression de vite retomber dans mes travers, de vouloir en faire trop, de vouloir être sur tous les fronts. Peut-être que c'est un de mes traits de caractère aussi, de vouloir tout faire, mais ouais, j'ai tendance à retomber vite dans ces mêmes, travers, même si, bah, j'essaye de prendre des décisions aussi, même en course à pied, on s'est dit, avec Renan: «OK, on fait plus autant de courses, quoi». OK. Là, c'était trop, en fait, j'avais commencé l'année 2026 avec un fichier Excel pour essayer de caser toutes les courses que je voulais faire, parce que je voulais participer au challenge de la ville de Namur, au challenge de l'Alle. J'avais mes objectifs route, j'avais mes objectifs trail et j'essayais de caser tout ça, en fait, dans un agenda, mais ouais. Donc ça, j'ai vite laissé tomber. Tu laissé tomber, c'est-à-dire, ça a été, le planning a été ajusté? Oui, j'ai fait des choix, quoi. Donc il y a des courses où, par exemple, le challenge de l'Alle, je me suis dit: «OK, c'est des courses que j'adore, mais pas pour cette année, quoi. Peut-être que dans quelques années, je le referai, mais plus cette année parce qu'aujourd'hui, c'est mes objectifs trail, qui passent en premier, quoi». Donc vraiment, si j'essaye de, entre guillemets, «universaliser», le propos, c'est, il y avait trop, j'ai eu envie de trop faire et j'allais dire, je prends un pas de recul. Je me fais une fracture, et donc je regarde le planning, je priorise, selon les vrais objectifs que j'ai ou en tout cas ceux qui comptent vraiment
et je déplace ce qui a besoin d'être déplacé Oui, pour que ça tienne, quoi. c'est ça. Faire plus de choix, garder les courses qui me semblent... Enfin, mes vraies courses d'objectifs. Ouais. Et par contre, les courses... les plus petites courses ou les courses de village qui me tiennent à cœur, hein, j'adore parce que c'est aussi l'occasion de voir les copains. Mais ouais, ça peut-être lever le pied un peu sur ces courses-là, quoi. Tu as mentionné Renan plusieurs fois. Quelle place ton entourage, alors peut-être lui spécifiquement, mais de façon plus générale, quelle place ton entourage joue dans ton quotidien avec la course aujourd'hui? Alors, mais c'est vrai qu'avec Renan, vu qu'on partage cette passion, c'est son métier aussi. Et donc, notre vie tourne quand même beaucoup autour de la course à pied. Ce qui est très confortable dans l'organisation au quotidien, parce qu'il n'y a jamais de discussion de «Ah, tu vas encore t'entraîner», quoi. Non, c'est «Va t'entraîner». Donc, ça change un peu la dynamique et c'est jamais un sujet. On sait qu'on s'entraîne beaucoup ensemble aussi, donc ça, c'est chouette de pouvoir faire nos sorties, que ce soit trail, vélo, route, muscu, on fait en général tout ça ensemble. Donc, c'est gai de partager ça. Et puis alors, je me rends compte aussi qu'aujourd'hui, ma sphère sociale, c'est mes amis, qui courent. Et donc on s'entraîne ensemble et puis c'est l'occasion, à nouveau de partager ça et d'avoir des moments, sociaux avec des gens qui sont dans la même, philosophie de vie, quoi. J'ai 2 questions qui découlent de ça. La 1re, c'est, qu'est-ce que t'aimes dans le fait de courir, avec des copains et qu'est-ce que t'aimes dans le fait de courir seule? Et la deuxième, parce que j'ai peur de l'oublier et je pense qu'elle est partie. Elle est partie, elle reviendra dans 2 minutes. OK. C'est vrai que j'adore aussi m'entraîner seule. Autant, je pense que j'ai besoin du côté social. Enfin, je suis quelqu'un de sociable de nature, mais peut-être aussi introvertie et d'ailleurs c'est pas antinomique. Ouais, j'adore aussi, m'entraîner seule et j'ai pas besoin d'être, d'office accompagnée pour aller faire mes sorties. Peut-être que mes entraînements un peu plus, à intensité, on va dire, j'aime bien, les faire soit seule, ou avec Renan parce que du coup lui me pousse beaucoup aussi. Par contre, j'adore aussi l'aspect social de faire, des sorties avec des amis et des sorties plus, endurance papote, quoi. OK. Ça, j'adore aussi parce que c'est l'occasion, d'avoir des chouettes, moments d'amitié. On peut parler de plein de choses, différentes et puis on fait notre activité en même temps, quoi. C'est, une transition parfaite parce que la question me revient, qui était, comment tu concilies entraînement, vie, professionnelle, vie sociale? Hem Et en fait, j'ai l'impression qu'une partie de la réponse, mais je vais évidemment te laisser le loisir de répondre, il y a certaines choses que tu combines, en fait. Oui, du coup, effectivement, si on parle de ma vie de couple et de ma vie sociale, c'est des choses qui sont très combinables avec mes entraînements. J'ai aussi, une de mes meilleures amies qui vit à La Réunion et qui était, de passage en Belgique, là, ces dernières semaines et en fait, il y a plein de fois où on s'est vus en allant faire du vélo ou en allant courir parce que, c'était l'occasion de se voir et de partager des moments, et elle est sportive aussi donc c'était super cool de combiner. Et ouais, donc ça, c'est cool, de combiner comme ça et puis après, ma vie de famille. Après, mon papa fait pas mal de sport aussi, OK. donc là, on l'a plus fait depuis un moment, mais il y a une époque où on faisait, plus de sorties aussi, ensemble, donc ça forcément, c'est chouette aussi, quoi. Parce que je reviens sur, on a parlé du travail, de l'entraînement, le projet maison, les amis. Est-ce que tu as eu la sensation de devoir renoncer à certaines choses pour pouvoir t'entraîner beaucoup? Oui, par exemple, mon cheval, donc là, il est dans un pré, pour l'instant. Il est super heureux, il est avec d'autres copains, donc je sais qu'il est très bien, mais c'est vrai que je le monte plus depuis quelques années et ça a pas été un choix, délibéré, quoi. Je me suis pas dit: «Là, il a l'âge d'être mis à la pension, d'aller en pré et de vivre le reste de sa vie, en prairie». C'était plus un manque de temps, quoi. Et comment tu le vis? Est-ce que c'est une décision qui fait, enfin, une décision malgré toi, mais décision quand même qui fait sens parce que, ou? Je pense qu'à nouveau, c'est le challenge d'arriver à tout faire. Peut-être qu'au début, c'était plus difficile et en plus, au début, il était encore, à l'écurie, donc dans un box et donc là, pour moi, un cheval en box, il faut d'office le sortir tous les jours, quoi. Donc là, c'était plus difficile. Depuis qu'il est en prairie, je pense que je me sens, soulagée comme ça d'un poids parce qu'il est super heureux, qu'il gambade toute la journée. À nouveau, il est avec des copains, il a de l'herbe à volonté, il a de l'eau, enfin, il a tout ce qu'il faut
Et donc, il est bien. Et ce qui m'importe aussi, c'est son bien-être. Tu dis le challenge d'arriver à tout faire. Et ça, c'est peut-être une question philosophique, mais et je ne sais pas si on aura la réponse ici ce soir. Est-ce que tu penses qu'on peut réellement réussir à tout faire? Non, ça demande d'office des sacrifices. Enfin, clairement, il y a des semaines où je vais mettre plus l'importance sur mes entraînements, et puis des semaines où ça va être ma vie sociale, où je vais peut-être avoir plus de soupers organisés en soirée, etc. Et donc, je vais soit moins m'entraîner ou bien caser mes entraînements à d'autres moments, donc plus le matin, plus prendre sur moi et faire mes entraînements le matin. Puis il y a des périodes où je vois plus la famille, et puis des périodes où j'arrive un petit peu moins à les voir. Je pense que c'est vraiment une question de période, en fait. Et tu le vis vraiment comme des sacrifices? Que le mot, il est fort, tu vois? On peut dire, des décisions, des choix, des arbitrages. Tu vois vraiment ça comme un sacrifice? Non, non, c'est vrai. C'est plus des choix et des compositions de ses journées et de son emploi du temps. En fonction des prios du moment et de Oui. Oui, aujourd'hui, il y a pas une chose sur laquelle j'ai dû faire un énorme sacrifice, quoi. Non, ça, c'est vrai. Est-ce que tu dirais qu'il y a des choses que les gens ne voient pas derrière, les performances que tu peux avoir? La fatigue, je pense. La fatigue, et la fatigue nerveuse aussi et mentale, de devoir enchaîner autant et de devoir, ouais, un peu se prendre la tête pour arriver à tout caser, et d'autant plus que c'est que des activités plaisir, quoi. Enfin, mes entraînements, c'est que du plaisir. Bon, il faut parfois mordre un peu sur sa chic, quand il pleut, s'il fait mauvais, mais je prends vraiment du plaisir à m'entraîner, mais je suis vidée, quoi. S'il y a autant de fatigue et si tu te sens vidé, pourquoi tu continues? Et pourquoi tu vas, presque plus loin, en fait, à chaque fois? Parce qu'on n'a pas encore parlé, pardon, de tes prochains objectifs, mais j'imagine que, tu vas pas t'arrêter en si bon chemin. Pourquoi tu continues à courir, aussi loin ou aussi vite? Pour toutes ces émotions que ça procure. Puis à nouveau, c'est du partage, ça donne une espèce de rigueur, une discipline dans son quotidien, et on parle des objectifs, mais le chemin pour y arriver est hyper, satisfaisant aussi. D'ailleurs, on parlait de la blessure, donc autant au début, ça m'a fait du bien d'arrêter, et puis les semaines passaient et je sentais que ça me manquait et que j'avais envie de reprendre. Pas que pour les objectifs et la performance, mais juste pour le sport, en fait, Mmh. pour le fait de pouvoir aller courir, même des footings. Et puis alors, il y a aussi, cet aspect, on n'en a pas vraiment parlé, mais en devant arrêter de courir et de m'entraîner, il y avait un peu cette question aussi, qui suis-je à côté de la course à pied, en fait? Et maintenant que j'ai plus ça, OK, c'est temporaire et c'était 2 mois et c'était pas la fin du monde, mais qu'est-ce que je fais d'autre? Ouais, qui suis-je, quoi? Il y avait vraiment une question d'identité, et donc je pense que c'est ça aussi. Ouais, je crois que je peux dire que j'adore la personne que je suis en tant que coureuse, quoi. C'est une transition, parfaite vers, 2 différents sujets. Mais avant d'y plonger ou corps et âme, quand tu dis: «J'adore la personne que je suis en tant que coureuse», tu te décrirais comment en tant que coureuse, justement? Je dirais que ça demande des qualités, à nouveau, on en a parlé, mais de discipline, de rigueur, de persévérance, de résilience aussi, Ouais. et ouais, ça apporte, tellement de choses, de détermination aussi. C'est fou parce que tu parles de détermination et en même temps, tu sembles si douce. C'est presque émouvant de voir c'est pas ces émotions, mais ces dimensions cohabiter dans une même personne. Qu'est-ce que tu mets derrière le mot résilience? Par exemple, ici, le fait, d'avoir dû, enfin de passer par des, j'ai pas envie de dire échecs, mais des moments plus durs, des apprentissages, et puis, ouais, de s'en servir, en fait, et d'arriver à voir quel message ça apporte et comment on s'en sert pour continuer, quoi. Et quand tu dis les apprentissages, est-ce que tu fais, à quoi tu fais référence? Est-ce que tu fais référence à la blessure? Est-ce que tu fais référence à l'alimentation? Est-ce que tu fais référence à autre chose? Oui, je pensais à tout ça. Donc les erreurs d'alimentation sur mes courses, la blessure, ouais, principalement ça. Donc tu as parlé des émotions, du chemin, de la personne que tu es en tant que coureuse. Est-ce que parfois tu as eu la sensation, que cette dernière année, on a pu t'associer, ou t'identifier à tes performances? Et si oui, comment tu l'as vécu? Oui, mais déjà,
Ça m'était encore jamais arrivé, avant la TDS, mais depuis la TDS, ça m'arrive, d'être abordée, que ce soit sur des courses, au magasin, un peu partout. J'ai eu une fois un monsieur de chez Aurès au téléphone, qui a terminé la discussion en disant: «Est-ce que c'est vous, Hélène Dacier, Alors, est-ce qui a que c'était couru?» toi? Donc ouais, c'est un peu marrant. Donc oui, il y a quand même cette, reconnaissance aujourd'hui, ouais, en tout cas dans la sphère, des coureurs, qui est ouais, qui est là. Après, c'est hyper, positif, moi, je suis parfois un peu, mal à l'aise, mais c'est toujours tellement positif et les gens sont ouais, sont toujours pleins de bonnes intentions, donc c'est toujours très chouette aussi à recevoir. Donc tu vois ça plutôt comme un signe de reconnaissance et des chouettes moments partagés. Est-ce qu'il y a une forme de pression qui vient avec ça aussi ou pas nécessairement? De la part des gens que je croise, pas tellement, mais parfois de la part des médias. Bah oui, avant des courses, il y a toujours bien un article, qui annonce, les favoris, les favorites, et donc là, ça peut parfois créer un peu de pression, ouais. Comment tu la gères? Par exemple, avant la TDS, je l'ai pas mal vécu parce que je partais vraiment pour une longue balade et que mon objectif, c'était de terminer cette course. Donc ouais, je l'ai pas mal vécu. Par contre, ici, pour cette course, du petit ballon, je l'ai plus mal vécu en me disant: «Je dois faire un résultat, je dois être sélectionnée». Enfin, comme si, ouais, là, j'avais un autre résultat que juste courir ma course et arriver jusqu'au bout, quoi. Donc c'était un peu plus difficile, ouais. Comment, tu peux la pas la détourner, mais est-ce que tu te dis juste: «C'est plus difficile» ou est-ce que tu mets des choses en place pour, y prêter moins attention et comment tu gères cette pression-là ou ces attentes qu'on met sur toi? Ouais, bah, du coup, depuis, cette course et puis la blessure qui a suivi et cetera, je me dis que, je dois vraiment garder en tête mes objectifs à moi Ouais. et pas tellement, ceux que les autres mettent, enfin, ouais, ceux que les autres mettent en évidence. Hem et en fait, avec le recul, toutes les courses, en fait, je devrais me dire, «Mon but, c'est de profiter, quoi». Profiter, aller jusqu'au bout et prendre du plaisir et puis, ouais, peut-être, accélérer si je me sens bien et être joueuse aussi, en fonction des autres coureurs, mais ouais, pas me dire: «Je dois absolument faire telle place» ou, ça, c'est vraiment un truc qui fonctionne pas chez moi, c'est, d'avoir un espèce de top, quoi. Enfin, de me dire: «Tu dois faire top 5 ou top 10 ou, Tu te compares beaucoup aux autres et même de façon plus générale, est-ce que je pense au fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, sur Strava. Tu as comment tu appréhendes ces relations parasociales et d'ailleurs qui sont pas seulement parasociales? Est-ce que tu te compares? Est-ce que tu passes beaucoup de temps sur les réseaux? Comment est-ce que tu gères tout ça? Je passe un peu plus de temps, bah, parce qu'il y a cette dimension, enfin, il y a des sponsors, du coup, Ouais. qui me suivent et donc j'ai cette volonté, de mettre en avant les produits, bah, que j'utilise et auxquels je crois. Enfin, si tous les partenariats, que j'ai, c'est vraiment des produits et des marques, auxquels je crois, ça c'est certain. Donc oui, j'ai cette volonté de les mettre plus en avant et c'est ça qui me fait passer un peu plus de temps aussi sur les réseaux et bah, je me rends compte aussi, de à quel point on peut sensibiliser, on peut inspirer, on peut transmettre vraiment des beaux messages, au travers, d'une page Instagram, Ouais. par exemple. Là, moi, j'y vois aussi une espèce de mission, quoi, OK. de transmettre des belles valeurs et les belles valeurs du sport auxquelles moi je crois et de les transmettre, au travers, de ma communication, quoi. Et si tu devais les résumer en deux trois points clés, ce serait quoi ces valeurs? Je dirais, passion, plaisir, partage. Si on prend de la hauteur sur la course de façon générale et sur ta pratique, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça t'a appris, la course, sur toi et sur la vie? À jamais enfin, ouais, à jamais baisser les bras, à continuer à avoir à nouveau cette rigueur, cette discipline, mettre des choses en place, pour atteindre un objectif et en fait, la course à pied, je trouve, c'est du travail, quoi. Enfin, c'est parfois, j'ai parfois l'impression que mon activité sportive est vue comme un loisir, un hobby, mais en fait, c'est vraiment du travail derrière, quoi. C'est ouais, à nouveau, c'est une rigueur, c'est une discipline, ça demande du temps, ça demande de l'investissement. On parle souvent, bah, c'est aussi, Renan en parlerait mieux que moi aussi, mais il dit souvent, les athlètes, tu as l'inné, donc tu as les capacités innées et puis tu as le travail, quoi. Il y en a qui ont peut-être un peu moins d'inné, mais qui sont des bosseurs et qui font des résultats, dingues, parce que c'est vraiment, ouais, des bosseurs
Et puis, il y en a qui bossent peut-être un peu moins, mais qui ont de l'inné. Donc voilà, il y a vraiment ces deux aspects. Et ouais, je pense qu'il faut pas. Enfin, ouais, l'aspect travail est vraiment important. Et Toi, tu penses que ceux qui ont beaucoup dîné mais qui travaillent moins, ils peuvent tenir sur la durée? j'en vois quand même Ok. qui réussissent après. Enfin, je dis le travail, mais il y a aussi parfois l'hygiène de vie. On voit parfois des coureurs qui aiment bien faire la fête, boire leur verre et qui font quand même des résultats de malades. Mais est-ce que ça, c'est pas le... Alors, je sais pas à qui tu fais référence, évidemment, je les connais pas individuellement, ou personnellement plutôt, mais est-ce que c'est pas le 5% ou le 10% de lâcher prise qui fait que justement, tu peux t'entraîner longtemps et prendre du plaisir longtemps parce que ta pratique n'est pas trop restrictive? Et est-ce que finalement, ça fait pas presque partie du plan d'entraînement de temps en temps que d'aller boire un verre alors, pas tous les jours, mais ouais, est-ce que c'est pas le delta qui fait que tu peux tenir justement parce que ça équilibre et que l'équilibre fait peut-être aussi partie de la recette Oui, oui, c'est possible. Ce qui pose peut-être plus question, c'est qu'on parle d'alcool et que du coup, ça peut paraître contradictoire avec la santé physique. Mais par contre, ouais, quand il s'agit de vie sociale ou effectivement, des athlètes qui vivent que pour le sport, qui travaillent pas à côté, qui font que ça. Enfin, moi, je suis pas sûre que j'en serais capable, quoi. D'avoir que ça dans ma vie, je tiendrai pas sur la durée, ça, c'est sûr. Et si on transpose encore, est-ce qu'il y a des... Alors, on a parlé de rigueur, de discipline, de résilience aussi. Est-ce qu'il y a un moment donné où tu dis, putain, ça, je l'ai appris de la course et ça m'a servi dans mon taf ou ça m'a servi dans un autre domaine qu'est-ce que t'amènes concrètement de ta pratique sportive au reste de ta vie? Oui, à nouveau, toutes ces qualités de persévérance, de détermination, de jusqu'au boutisme, d'attention aux détails. Peut-être aussi, Ok. après, c'est des choses qui faisaient déjà partie de moi aussi avant. Euh, mais ouais, tout est important en course à pied. Si on veut vraiment aller gratter les derniers pourcentages de performance, il faut faire attention à tout. Donc ouais, après, vu que la course à pied est arrivée tard dans ma vie, j'ai l'impression que c'est toutes des choses que j'avais peut-être déjà avant et que j'ai utilisées en course à pied. Mais il y a plein de parallèles, ouais, je pense qu'on peut faire. Et, et j'ai la sensation d'être ouais, d'avoir ce côté de travailleur pour la course à pied, mais aussi pour tout le reste, pour tous mes projets. J'aime bien faire les choses correctement. Et voilà, avec aujourd'hui cette petite frustration de jamais pouvoir faire les choses à 100% parce que je fais beaucoup, mais cette volonté quand même de donner mon maximum, quoi. Et cette question est ouverte de est-ce qu'on peut donner son max à 100% sur 12 domaines en même temps? C'est peut-être pas certain. Mais oui, ce que tu soulignes, c'est que peut-être qui tu étais avant la course, tu l'as amené dans la course et c'est peut-être presque plus dans ce sens-là que dans l'autre. Oui, c'est ma sensation. Après, la course à pied aussi a fait que c'était un nouveau domaine important que j'ai ajouté dans mon quotidien. À nouveau, un domaine qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Et donc, ça m'a fait peut-être m'organiser. Enfin, ça m'a obligée à m'organiser encore mieux qu'avant. Donc, ouais, ça, c'est peut-être quelque chose que ça m'a apporté. C'est quoi tes prochains objectifs? Alors ici, je suis inscrite. Enfin, c'est tous mes objectifs qui étaient prévus avant la blessure. Ok. Bon, il y en a que j'ai dû annuler à cause de la blessure, mais du coup, là, le prochain, c'est... bon, je fais d'abord une petite course à Samoin, enfin une petite en distance, et je ne devrais pas minimiser. Mais... J'allais dire qu'est-ce qu'on entend par petite, et un de mes combats personnels, c'est d'enlever le mot petit de toutes mes phrases et de contribuer à ce que tout le monde autour de moi enlève le mot petit. Mais du coup, qu'est-ce qu'une petite course? Alors, une course plus petite que les suivantes. Ok. Donc, c'est une course de 18 km à Samoin, c'est le trail du Haut-Gifre. Et ça, c'est déjà le week-end prochain. En fait. Ok. Et donc, ouais, c'est vraiment une course pour me remettre un peu dans le bain, me réhabituer aux courses. Et puis, le week-end d'après, c'est le marathon du Mont-Blanc à Chamonix. Et là, c'est une course avec une densité, un niveau hyper impressionnant. Et donc, mon objectif ne sera pas de performer au plus haut niveau, mais d'allonger les distances et puis de me tester sur un format marathon avant mon gros objectif qui est Verbier en Suisse, le 10 juillet. Et là, c'est un 140 Waouh. kilomètres. Ouais. Et est-ce que tu te projettes à moyen ou plus long terme? Est-ce que tu as
tu te dis, ouais, dans 10 ans, voilà ce que j'ai envie d'avoir accompli, ou comment est-ce que... Alors, les échelles de temps, quand on se parle de sport, sont pas nécessairement les mêmes. Avec l'ultra, on peut se projeter à plus long terme. Quel type de coureuse tu as envie d'être dans une petite dizaine d'années? Ouais, il y a plein de courses que j'ai envie de faire et je pense les ultras, c'est vraiment ce qui m'attire. Il y a tellement de courses et il y en a plein que j'ai envie de faire. Hem, En 2023, quand j'ai commencé à faire un peu de trail et que que je me suis inscrite, dans un club, on a signé un pacte avec quelques amis et on s'est dit qu'en 2028, on ferait la Diagonale des Fous, Génial. à l'île de la Réunion. Donc on se laissait 5 ans pour, se préparer pour un ultra, quand même conséquent. Et donc ouais, on est quelques à Ok. avoir signé de notre sang pour, pour faire cette course et c'est toujours prévu. Donc ça, ce sera 2028 et puis, donc ça, en fait, c'était mon objectif, depuis 2023 et puis, ouais, j'avais un peu cette vision jusqu'à 2028 en me disant: «Beh, avant ça, j'augmenterai progressivement les distances» et puis alors, là, il y a la question de 2027. En fait, je m'étais dit: «Pourquoi pas tester l'UTMB?» Mais il y a aussi les championnats du monde qui ont lieu en Afrique du Sud l'année prochaine et c'est en octobre, je pense. Donc là, ce sera pas trop compatible avec l'UTMB, il faudra choisir. Et t'as pas encore choisi? Pas encore et je pense que ça dépendra aussi, pour le championnat du monde, il faudra que je me qualifie, donc ça dépendra de ça aussi. Qu'est-ce que tu sens que tu as encore besoin de développer pour continuer à prendre autant de plaisir et peut-être continuer à performer encore? C'est une bonne question. Toutes les autres étaient mauvaises, du coup. Pas Je du tout. rigole. Non, ça demande un peu de réflexion. En fait, j'aime tellement être en montagne que j'ai l'impression que je prendrai toujours du plaisir à y être. Par contre, des dimensions que je sens que que je peux encore, explorer, c'est la préparation mentale, Ok. dont on a parlé tout à l'heure. La préparation physique, je pense que je suis déjà, bien encadrée, avec Renan. Peut-être que, ce qui pourrait, venir ajouter un truc, c'est d'être plus souvent à la montagne, Ok. de faire peut-être plus souvent des séjours, à la montagne. Ouais, voilà un peu, je pense. Prépa mentale, le milieu. Et ça fait déjà 2 axes, en fait. Oui. Ok. Peut-être arriver à trouver, une manière pour, être un peu plus, bon, je vais pas dire dans une slow life parce que je suis pas sûre, d'en être vraiment capable, vu mon tempérament, mais en tout cas de m'octroyer peut-être plus de temps de répit, et de vrai temps de récupération. J'allais dire, effectivement, en tout cas, la récup, le repos, c'est resté un peu en suspens quand on en a parlé. C'est-à-dire, j'essaye, mais c'est un peu compliqué, ou c'est pas évident parce qu'il y a déjà tous les entraînements à caler. Et Mmh. donc, effectivement, on va peut-être ajouter ce troisième pilier de mental, l'environnement et puis la récup, quoi. Mais en même temps, tu l'as aussi très bien dit, ça fait pas si longtemps que tu cours, donc, ou en tout cas que tu cours à ce niveau-là et sur ce type de distance. Je trouve ça plutôt chouette de réaliser qu'il y a encore plein de leviers que tu peux activer pour pouvoir perfer plus, tout en appréciant le chemin, parce qu'en fait, c'est aussi et surtout ça l'objectif, quoi. Oui, c'est sûr. C'est comme l'aspect alimentation. C'est vrai que, sur mes premières courses et les premières courses où je me suis un peu plantée en termes de nutrition, je me disais: «Purée, mais je fais quand même, je vais quand même jusqu'au bout de la course en m'alimentant, très peu, qu'est-ce que ce serait, en fait, si j'arrivais à manger correctement, en fait, pendant toute la course?» Je crois que c'est aussi pour ça que j'aime autant voir les choses comme un jeu à long terme, en fait. On peut pas, enfin, je pense qu'on peut pas attendre de soi d'avoir tout compris la première fois ou la première année. Et tu l'as très bien dit, ce qui compte, c'est aussi enfin, aussi et surtout le processus. Donc, Mmh. d'office, chaque chose va probablement aller en s'améliorant, et peut-être qu'il y aura d'autres échecs, ou en tout cas sources d'apprentissage, qui feront que tu pourras réajuster d'autres choses par la suite, quoi. C'est certain. On arrive doucement mais sûrement aux dernières questions. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? J'ai en tête, un message, d'une amie que j'avais reçu, avant la TDS, qui me disait, en gros: «Fais-le pour toi. D'ici 20 ans, 30 ans, 40 ans, peut-être que plus personne ne se souviendra de cette course et de ce que tu as fait, à part tes proches, quoi». Et donc elle me disait: «Fais-le pour toi et tes proches» et c'est ça qui compte, en fait. Trop bien. Ouais. Si tu devais donner un conseil, et je vais profiter
du fait que je prépare une course pour te demander 2 conseils. Un conseil à quelqu'un qui a envie de se remettre au sport, peut-être pas nécessairement à la course à pied, ce serait quoi? Je dirais d'y aller vraiment progressivement, de pas brûler les étapes. Donc ouais, si on parle de course à pied, de pas vouloir faire des semaines à 80 kilomètres directement. Enfin, vraiment y aller progressivement et se fixer peut-être des micro-objectifs et Mmh mh. des pré-objectifs aussi. Ouais, la progressivité pour moi, c'est essentiel, quoi. Et alors c'est là où je profite pour moi, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui a, un ultra bientôt, enfin prévu bientôt, qu'est-ce que tu lui dirais? Un conseil pour la course plutôt que pour la prépa d'ailleurs? Pour la course en elle-même, Ouais, profite juste d'être là, quoi. OK. Ouais, rends-toi compte de la chance que tu as d'être là, d'être sur la ligne de départ et prends tout ce que tu peux prendre. OK. Je sais pas si tu te souviens du livre que tu es en train de lire, mais si pas, est-ce qu'il y a une ressource, qu'elle soit liée au sport ou pas, un livre, un podcast, ce que tu veux, que tu as envie de partager, tu te dis, ça si les gens, le ou la lisent, ça va, changer leur perspective sur le monde ou en tout cas ça va leur faire plaisir, Ouais, est-ce que tu as une ressource que tu as envie de nous laisser? Je réfléchis. J'ai pas lu énormément de courses, de livres liés à la Et ça course. doit vraiment pas être nécessairement sur la course, hein, c'est tout domaine confondu, cette question, ça pourrait être: «C'est quoi ton livre préféré?» Que je le prenne cet été, quoi. Ouais, j'en ai lu un, dernièrement. Le problème, c'est que je me souviens jamais du nom des personnes, des auteurs. C'est un ultra trailer, américain qui a commencé un peu à courir et à faire des ultras, un peu de nulle part et il avait, j'espère qu'il a toujours, un régime végétalien. Ah, mais c'est Scott Jurek, non? Exact, Ouais. merci. Il m'a à fond parlé ce livre parce que, ça reflétait un peu, enfin déjà il est parti de rien, voilà, il allait courir, enfin, et en fait il s'est hyper fort documenté lui-même, aussi bien en termes de nutrition, végétale qu'en termes d'entraînement et je sais pas, ce qui m'a marqué aussi, c'est cette volonté de ouais, cette détermination et cette volonté de faire des choses, d'accomplir des choses, et je l'ai trouvé hyper inspirant. Il est fou, je pense que c'est Hit and Complètement. Run, C'est ça, ouais, exact. j'ai adoré aussi et je pense que c'est aussi lui qui a écrit Nord, si je me trompe pas, C'est quand possible il a que fait j'ai la pas traversée, lu. Appalachian Trail, confonds toujours toutes les syllabes, mais je crois que c'est le même gars et effectivement ce livre et enfin les 2 sont absolument dingos, et Scott Jurek est absolument ma boule. Donc clairement, Hit and Run, je sais pas si c'est la version française qui s'appelle aussi comme ça et c'est le livre où tu as à la fois il parle de son récit, de vie, de course et puis il insère des Des recettes comme recettes, ça. Ouais, ouais, c'est génial. exact. J'ai adoré aussi. Ces boulettes de haricots rouges, Oui, exactement. Non, non, je vois très, très bien. Ça fait partie des premiers livres que j'ai lus sur la course et j'ai aussi trouvé ça fou. Enfin, il est, ouais, et hyper simple comme ça. c'est Enfin, ça. très, très humble et en même temps hyper performant. Enfin, c'est vraiment malade ce qu'il fait. Tant dans la distance que dans la vitesse aussi, en réalité, je trouve. Et en ayant cette approche hyper novatrice du régime végétalien sur ce type de distance. Enfin, Oui, parce que c'était dans les années, Ouais. 90, je pense, hein? Là, ça devient trop précis pour moi, mais Ouais, en tout cas, c'est clair que c'était pas 2010 ni non, 2020, quoi. c'est ça, ouais. C'est plutôt, ouais. C'est d'office. On retrouvera la ref et on Mmh. la mettra, mais lui aussi, et je le recommande à fond. Est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais entendre à ce micro parler de course, de sport, de performance, de lien avec la vie? En fait, je pense à, Laura Van Voren qui est, Ok, une traileuse aussi belge, qui vit maintenant, en Italie. ok. Ils ont acheté une maison là avec son compagnon qui est aussi un bon coureur belge. Ben ouais, j'adore aussi sa vision des choses, sa vision du trail, elle est végétarienne aussi, Ok. elle est passée aussi par plusieurs fractures de fatigue. J'imagine que ça a aussi un peu modifié sa vision du trail et sa vision de la performance, mais elle est super chouette. Trop bien. Je vais noter ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose? Je pense qu'on a fait le tour de pas mal du sujet. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Une forme physique, Forme physique? ouais, la santé quoi, la santé physique et c'est vrai qu'on en parlait encore avec une amie, hier. On se dit, quand tu passes par une blessure comme ça,
ton objectif, il est plus le même, quoi. Ton objectif, il est plus de performer, il est juste de pouvoir courir, en fait, de pouvoir prendre un départ. Et ouais, ça change tellement la dynamique et la perspective, quoi. À fond. Je me dis souvent, courir est une fête, et je pense que c'est important de s'en rappeler. Et parfois, malheureusement, c'est la blessure qui fait qu'on se souvient de ça. C'est cool comme phrase, ça. Écoute, je crois pas que ce soit de moi. Mais je le dis souvent. Merci beaucoup Hélène, c'était trop cool de t'avoir. Merci d'avoir pris le temps, merci d'être venue jusqu'à moi. Et à méga bientôt sur, j'ai envie de dire sur les sentiers, mais à méga bientôt où que ce soit. Yes, merci beaucoup pour l'invitation.